C'était le grand rendez-vous des dirigeants chinois et africains. Le sommet Chine-Afrique s'est achevé ce vendredi. Rencontre ouverte depuis mercredi à laquelle participaient près de 50 chefs d'État et de gouvernement. Pékin a promis plus de 50 milliards de financements sur 3 ans au continent pour renforcer la coopération, en particulier dans les infrastructures et dans le commerce. La Chine s'est dit prête à aider à la création d'au moins 1 million d'emplois en Afrique. Et que peut-on attendre d'un partenariat avec la grande puissance asiatique? Que peut attendre la Chine elle-même de l'Afrique? Pour en parler, nous sommes avec Thierry Perrault, sinologue, socio-économiste, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci. Alors je précise que vous êtes également co-auteur de cet ouvrage, L'Afrique et ses présences chinoises, aux éditions L'Harmattan. Alors, on va examiner ensemble la relation sino-africaine, mais peut-être une première question. On parle de 50 milliards de dollars sur 3 ans pour le continent africain. Comment est-ce que ça peut se matérialiser? Alors déjà, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça représente exactement? Le texte original est d'ailleurs tout à fait ambigu, car ce n'est pas 50 milliards qui sont investis, dépensés en Afrique ou donnés à l'Afrique. Hein, ce sont des sommes qui vont éventuellement être mises à disposition pour des activités en rapport avec l'Afrique. Donc ça peut aussi bien vouloir dire financer une entreprise chinoise sur le territoire chinois qu'éventuellement financer, dirons-nous, une opération en Afrique même par un contrat intergouvernemental. Mais le plus gros problème, il n'est pas là. Le plus gros problème, c'est que ces dernières années, vous avez eu par 2 fois une annonce de 60 milliards et une fois une annonce de 40 milliards. Et on ne sait absolument pas comment ces sommes ont effectivement été utilisées, si même elles ont été utilisées. Et il y a là un manque total de transparence qui fait que la seule chose que nous apprend ce 50 milliards, c'est qu'il arrive après 40 milliards, qui arrivait après 60 milliards. Alors, Et donc, ça voudrait dire qu'après un retrait, il y a de nouveau un redémarrage. Mais qu'est-ce qu'il signifie dans la pratique? C'est très difficile. Alors, ce sommet Chine-Afrique était tout de même un sommet très couru avec des hauts dirigeants qui étaient présents, quasiment tous étaient là. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ces sommets Chine-Afrique et la recherche du partenariat des pays africains avec la Chine? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a la scène et l'arrière-scène. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de dirigeants qui sont présents aux grandes cérémonies que le sommet est un échec ou une réussite. En l'occurrence, et c'est une évolution tout à fait notable et remarquable, c'est que très vraisemblablement, l'essentiel de l'activité du sommet a eu lieu en dehors du sommet, derrière le sommet. Jusqu'à présent, ces sommets du FOCAC ressemblaient à des grandes messes auxquelles les dirigeants africains venaient assister et pour écouter un peu la bonne parole et repartir avec des grands espoirs. Maintenant, ils ne viennent plus du tout dans le même esprit. Alors, quelles pouvaient être leurs attentes précisément cette année? Ils viennent chacun marchander, faire leur course à Pékin, et avec l'espoir que Pékin va pouvoir effectivement participer à leurs opérations, les aider d'une façon ou d'une autre. Donc ce sont des démarches tout à fait individuelles, des remarches tout à fait bilatérales qui changent profondément la nature du sommet. On n'est plus du tout dans une coopération un petit peu condescendante, on est dans du commerce. Alors précisément, il y a eu beaucoup de rencontres bilatérales. Vous parliez également des sujets que chaque pays venait poser sur la table. Alors la Chine est devenue un partenaire incontournable du continent africain, mais l'un des reproches qui lui est fait, c'est de piéger les pays africains avec une dette insoutenable. Est-ce qu'on en est toujours là aujourd'hui? Alors, ça, rien qu'avec les mots que vous venez d'employer, on est enfermé dans un discours. D'abord parce que dans une dette, si l'un est piégé, l'autre est forcément piégé puisqu'il est le créancier. Bon. Donc tout le monde est tombé dans le piège. Mais le plus grave, c'est que, en fait, on met l'accent sur la dette alors que le problème, ce n'est pas la dette. La dette peut être très lourde ou très légère, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est la capacité ou l'utilité
des projets qui ont été montés avec des prêts qui sont à l'origine de la dette. Alors justement, qu'en est-il de ces prêts, des projets qui ont été montés avec... Justement, si vous voulez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Lorsque vous avez des prêts, si les prêts et le projet infrastructurel est bien conçu, si les études de faisabilité sont bien faites, si les études de rentabilité sont bien faites, on va pouvoir s'assurer que le projet va générer les revenus qui permettent de le rembourser. Ce à quoi on a assisté, c'est qu'en fait, on a eu des projets mal conçus et qui ne sont pas à même de créer en temps voulu les revenus nécessaires. Et c'est là que la dette devient un problème. Si toutes ces étapes ont été faites, à ce moment-là que votre dette soit de 1 milliard, 100 milliards ou 1 euro, ça n'a pas d'importance si le projet a été conçu pour pouvoir rembourser. Or là, pour prendre un exemple simple, parce que c'est un des problèmes, lorsque vous avez un chemin de fer dont la rentabilité est de 50 à 70 ans, pour être rentable, et que vous avez un prêt à 10 ou 15 ans, il est évident qu'il y a immédiatement un problème. Alors, je voudrais vous parler d'un exemple très précis. Pendant longtemps, beaucoup de pays africains ont plébiscité la relation avec la Chine. C'est de moins en moins le cas, puisque l'image des entreprises chinoises s'est beaucoup écornée. Je prends le cas de la RDC, par exemple, où des contrats ont été renégociés. De votre point de vue, est-ce que ce sommet a abordé ces questions et a commencé à répondre? Et est-ce que la Chine a commencé également à répondre à ce type de critiques sur le comportement de ces entreprises sur le sol africain? Alors, c'est encore, là, ça rentre dans le domaine de la discussion bilatérale. Il n'y a pas une stratégie définie, globale, qui permettrait de résoudre tous ces problèmes dans tous les pays au même moment. Ne serait-ce que parce que la situation des 54 pays africains est totalement différente. Il y a des pays qui bénéficient d'investissements considérables. Il y a des pays qui bénéficient d'échanges commerciaux considérables, mais ils ne sont pas tous sur la même ligne. Donc, il est déjà difficile, de ce point de vue-là, d'avoir une stratégie qui puisse s'appliquer de façon identique à tout le monde. Donc, ça, automatiquement, vous êtes dans un niveau, dirons-nous, de discussion entre la Chine, de marchandage entre un gouvernement africain et la Chine. Parfois, c'est même pas avec le gouvernement chinois, mais avec les entreprises chinoises qui sont présentes sur le territoire. Et là, ça fait partie, si vous voulez, de cette évolution tout à fait positive que je commençais à signaler tout à l'heure, à savoir que de plus en plus, les pays africains se prennent en main et utilisent les atouts qu'ils ont pour pouvoir renégocier. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours une réussite, mais pouvoir rediscuter de tous ces projets avec la Chine. Et donc, de ce fait, c'est vraiment un élément positif. C'est aussi un élément qui transparaît à travers ces discussions hors forum auxquelles on assiste. C'est le moment où tout le monde vient déballer, donc on va à Pékin. Mais en fait, tout se passe en dehors. Les moments se passent en dehors. En tout cas, c'est un lieu de rencontre, en tout cas. Oui, c'est un lieu de rencontre. Mais disons que ce n'est pas la première fois. Déjà en 2018, les dirigeants africains étaient venus à Pékin pour le forum sur la stratégie des nouvelles routes de la soie et avaient assisté également, mais sans autant d'intérêt, au forum de coopération. Donc on est vraiment dans une évolution des relations où la Chine est obligée de discuter. Alors, ça pose un problème. En quelques mots, nous sommes malheureusement au terme de notre interview. Je vous en prie. Ça pose un problème. Un problème en ce sens qu'aujourd'hui, ce forum a été avant tout, de la part de la Chine, une déclaration de guerre à l'Occident et avec la volonté d'instrumentaliser les pays africains. Thierry Perrault, socio-économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de l'Afrique et ses présences chinoises. Merci à vous.